Mbote Otep Amos à vous tous, mes très chers frères, mes très chères sœurs. Mzona Zanete et on voit vous tous. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous heureux, heureuses. Et même si la situation semble compliquée, n'oubliez pas, nous sommes à l'ère du Verseau. Les vérités vont se dire au bien ou au mal de notre population mélanoderme partout sur la Terre. Il est très important de comprendre ce qui est en train de nous arriver, ce qui nous arrivait dans le temps et évidemment ce qui nous arrive encore aujourd'hui. Et donc, il faut trouver des parades et des moyens pour pouvoir faire en sorte que ces phénomènes-là qui essaient de nous gangréner petit à petit diminuent dans la portée de notre vie. Avant de commencer, on va d'abord expliquer un peu le pourquoi de la open de cette chaîne podcast. De 1, je vais d'abord nous bénir au nom des ancêtres, que les ancêtres nous protègent et nous guident au travers de tous les événements que notre podcast channel va subir et va vivre. Il est très important que nous soyons toujours à l'appel de la force de la lumière de Ra. Merci à vous tous. À Bringa. Donc, pourquoi j'ai ouvert cette podcast channel? De 1, ici, l'objectif est de faire des séances de lecture sur les livres que le Codem ont écrits sur comment instrumentaliser le peuple noir et comment maintenir cette instrumentalisation et ce système. Et moi, les méthodes de mise et les programmes établis pour continuer et faire en sorte que les Noirs se détestent les uns des autres. Et évidemment, quels sont les moyens à long, court terme pour faire pérenniser ce système pour le besoin final qui est l'extermination de tous les mélanodermes et enfin prendre l'Afrique sans les Africains, avoir un peuple et l'univers sans les Noirs. Et sachez que tout le système locodermique, tout le conglomérat locodermique, type caucasien, type œil bridé locoderme, type arabe, se sont tous mis ensemble. Évidemment, ce sont des accords dont vous ne connaissez pas la profondeur, ni la portée, ni même le début et la connaissance de cet ensemble des faits. Sachez donc que c'est un peu sous cette situation-là que nous sommes. Tous les locodermes se sont mis en accord et se mettront encore en accord par rapport à cela. C'est pour ça que vous voyez que il est plus facile pour un œil bridé de toujours s'entendre avec le type caucasien s'entendre avec un œil bridé, même si devant les médias et même si, bon, il y a que les ignorants qui ne savent pas que ces personnes s'entendent un peu plus que avec le mélanoderme. Et même les Arabes peuvent s'entendre avec les œils bridés, ainsi de suite. C'est avec le mélanoderme que la relation est compliquée parce qu'avec le mélanoderme, ils n'ont rien en commun et au-delà de cela, ils se méfient davantage du mélanoderme. Vous allez l'observer au fur et à mesure. De toute façon, pour les Noirs qui se disent avoir des amis locodermes, un époux locoderme, un membre de la famille locoderme, le père adoptif locoderme et ainsi de suite, le collègue et tout ça, vous allez vous rendre compte que la relation avec le mélanoderme est particulière et évidemment, vous avez du mal à comprendre pourquoi il y a cette distance. C'est parce que de base, tout locoderme n'a pas confiance au mélanoderme. On va revenir un jour, peut-être je vais expliquer les relations sociales et vous expliquer pourquoi réellement, même si vous dites que vous êtes en quelconque relation avec la locodermie, le locoderme ne vous fait pas réellement confiance. Ça sera un jour. En deuxième partie, nous lisons évidemment les livres de nos auteurs mélanodermes qui expliquent et explicitent comme ce soir, comme aujourd'hui avec Cheikh Anta Diop. Comme d'habitude, c'est Nation d'agriculture. Nous lirons évidemment ces livres, ces traités qui expliquent et d'autres auteurs noirs qui expliquent ce même système d'instrumentalisation. La différence est juste que eux, ils ont vraiment subi cette instrumentalisation et pour beaucoup d'entre eux, ils étaient à cette époque, leurs parents ont subi cela, ils ont transmis l'information à leurs enfants qui ont fini par écrire et tout cela. Et la différence avec les locodermes, c'est pour ça que je vous dis que les locodermes jamais ne vont vous aider. Le mélanoderme vous donne les solutions pour sortir de cette tambouara qui semble difficile à sortir en fait. Mais moi, je vais vous donner mon avis, ça c'est en troisième partie, de comment sortir de ce système. Tout n'est pas toujours prévu comme ils le veulent, mais il est possible de sortir de ce système. Et je vais vous donner mon analyse à moi et ma perspective et mes hypothèses par rapport à la situation à laquelle nous vivons, et ce, même évidemment depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui. C'est très important dans le but de créer un système de défense, un système unitaire très puissant en tout
en tout mélanoderme pour que les mélanodermes puissent à la fin pouvoir lutter contre le système leucodermique et que leurs enfants et futurs enfants, ainsi de suite, de génération en génération, n'aient plus peur et qu'ils affrontent le leucoderme œil à œil, dent pour dent. Bref, s'il faut appliquer la loi du talion, on va l'appliquer. Voilà. Donc, je vous invite à liker, à partager massivement cette podcast channel. Sachez qu'il est très important que vous puissiez liker cette podcast channel. Comme j'ai dit dans mon précédent podcast, ma chaîne est en danger dans la mesure où YouTube, YT, si vous voulez, comme vous le voulez, a décidé de me faire des siennes. Donc, durant les premières de chaque vidéo, elle affiche les likes. Après, le jour d'après, elle décide de tous les retirer et ainsi de suite. Donc, c'est un jeu assez dangereux. Je pense que probablement, c'est une manière de me dire que je dois arrêter de faire mes podcast channels. Je pense que mon message va déranger beaucoup de personnes. Il dérange déjà même l'algorithme, donc les dirigeants de YT. Et donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter massivement. Faites cet effort de liker, partager, commenter massivement cette podcast channel. Je pense qu'on est déjà signalé ou même observé, je ne sais pas trop. Voilà. Donc, c'est très important que vous puissiez le faire. De toute façon, dès que automatiquement on met des vidéos qui vont pas dans le sens, ça finira très très mal. C'est même en lien avec la falsification moderne de l'histoire. Donc, voilà un peu. Et du coup, nous allons commencer la podcast channel. Nous allons commencer la lecture du livre Nation et Agriculture, falsification moderne de l'histoire, chapitre 3. Nous n'allons pas lire tout le texte, nous allons lire la page 59 à la page 63 parce qu'il y aura beaucoup d'explications et ce ne sera pas très évident. Donc, on va lire la suite après. Nous lirons après Aimé Césaire. Mais avant, nous allons essayer de voir comment nous pourrons étudier un peu plus la préface de Kalogi. Et après, directement, comme vous le voyez déjà en attente, on aura la lecture sur Bobby E. White qui sera l'introduction de ce personnage. Voilà. Et avant de commencer aussi la lecture de ce podcast, je voudrais vous avertir que s'il y a des leucodermes dans cette podcast channel, cette podcast n'est pas pour vous. Parce qu'il y a des leucodermes qui se sont plaints que ils ont lu Kalogi, ça n'a pas d'instruction des hommes leucodermes. Je pense que je vais vous expliquer clairement, même durant la préface de Kalogi, en quoi je pense que certains leucodermes que j'appelle érudits ou intellectuels savaient très bien qui étaient les habitants de leur peuple dit leucoderme. Je pense que certains savent que beaucoup sont très bêtes. Mais ça, je vais vous l'expliquer durant cette préface parce que je vais aussi vous expliquer un peu le message que ce type m'a envoyé qui n'est pas apparu évidemment en commentaire. Ça, c'est pas moi qui l'ai supprimé, c'est l'algorithme YT qui l'a enlevé. Chapitre 3, falsification moderne de l'histoire. J'ouvre les guillemets. On ne saurait mieux que Volney poser le problème de la plus monstrueuse falsification de l'histoire de l'humanité par les historiens modernes. Mais avant, il est important de savoir qui est Volney. Volney, de son véritable nom Constantin François Chasseboeuf de la Giraudet, comte Volney, dit de Volney, né le 3 février 1757 à Craon, à Anjou, et mort le 27 avril 1822 à Paris, est un philosophe et orientaliste français. Il a été député sénateur de Paris de France au fauteuil de la 24e siège de l'Académie française. Homme de loi, procureur, syndic des habitants, faisait fonction de maire. Il prit en titre en 1741 et perdit sa mère, Jeanne Guigaud, fils des seigneurs de Géraudal, ainsi de suite. À l'âge de 2 ans, élevé loin de son père, Jacques-René Chasseboeuf, sénéchal de prieuré de Saint-Clément de Craon. Il alla trouver Pesnard pour lui demander s'il connaissait un professeur d'hébreu voulant, disait-il, étudier cette langue pour signaler les erreurs dont fourmillaient d'après lui les traductions de la Bible. Il prépara en effet un travail sur ce sujet, mais qu'il ne trouva pas d'éditeur. Il effectua plusieurs voyages, comme en Égypte et en Syrie, et c'est notamment sur son voyage en Égypte dont nous allons brièvement parler dans cette séance de lecture
de Cheikh Anta Diop. Allons-y. On n'est pas obligé de raconter toute sa vie. Ceux qui veulent savoir quel est le conte de Volney, eh bien, on ira très très loin. Vous allez comprendre que le conte de Volney était, faut pas se mentir, était aussi un négrophobe, mais bon, il y a quand même certains faits qu'on ne peut pas malheureusement essayer de nier lorsqu'on observe certaines choses lors des voyages en Égypte, notamment en Égypte noire. Voilà, bon, qui mettez-vous préféré? Il témoigna notamment de l'africanité des Égyptiens anciens, décrivant le sphinx, il lui attribua des traits et une tête caractérisée de nègre. On va quand même lire ce petit passage. Mais en revenant à l'Égypte, le fait qu'elle rend à l'histoire offre bien des réflexions à la philosophie. Quel sujet de méditation de voir la barbarie et l'ignorance actuelle des Coptes, métis issus des Grecs et des Égyptiens, issus de l'alliance du génie profond des Égyptiens et de l'esprit brillant des Grecs. De penser que cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave et l'objet de notre mépris, est celle-là même à qui nous devons nos arts, nos sciences et jusqu'à l'usage de la parole. D'imaginer enfin que c'est au milieu des peuples qui se disent les plus amis de la liberté et de l'humanité que l'on a sanctionné le plus barbare des esclavages et mis en problème. Si les hommes noirs ont une intelligence de l'espèce des hommes blancs, son récit, le voyage en Égypte en Syrie, avait valu son auteur le suffrage de l'impératrice Catherine II de Russie, qui lui a envoyé une médaille d'or en témoignage de sa satisfaction en 1787. Voilà un peu brièvement pour décrire Volney un peu. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que même quand on lit ça, même qu'un noir, un nègre, si vous préférez, si on emploie le même mot, un kamitou, moi je dirais, s'il écoute cela ou un bantou, un noir, tout ce que vous voulez, écoute cette partie, il devrait comprendre qu'ils sont bien plus intelligents que le locoderme et essayer d'arrêter de se comparer à la locodermie et essayer d'arrêter en fait de se comparer à toutes sortes de locodermies, que ce soit caucasienne, œil bridé ou arabe. Essayer de devenir un peu plus fort et digne d'eux-mêmes et en même temps aussi arrêter par moments de se laisser faire. C'est vrai que la paralysie dans laquelle on est tellement puissante qu'on a même du mal à pouvoir riposter. Mais je vous le dis à la longue, je vous le préviens encore à la longue. Déjà même que tous les peuples vous violent constamment, il ne faut pas se mentir. Mais à la longue, je vous assure que c'est la nature qui va commencer à se rebeller. La nature, elle va vous obliger à devenir ce que vous n'avez jamais voulu devenir. Et sachez que si aujourd'hui vous vous comportez comme des hypnotisés, c'est normal, c'est le système qui l'a fait, mais sachez-le, il y aura un temps où vous n'allez même plus vous reconnaître. Vous serez tous en train d'agir comme vous avez toujours essayé d'imaginer qu'en fait, on est tous des frères et tout, mais vous serez les premiers, je vous l'assure, à être extrêmement violent vis-à-vis de la locodermie. Je ne fais pas l'appel à la violence, mais c'est parce que ce comportement laxiste que vous avez à imaginer, des amitiés imaginaires avec la locodermie, à imaginer des choses dans vos esprits, que ce sont mes amis d'enfance et tout, je vous assure, ça va être un véritable problème. Le métissage revient toujours. Le métissage revient toujours. On se rend compte que le brassage des deux phénotypes n'apporte aucune solution. On en parlera véritablement un jour du métissage, comme beaucoup m'ont demandé, mais il s'avère que le métissage soit véritablement un problème. Loin d'être une solution, comme on le met dans tous les réseaux sociaux, dans les TikTok, ou d'après ce que l'on m'a dit, il y a une prolifération des couples mixtes là-bas qui font des vidéos à la con. C'est une parenthèse ouverte et fermée. Je ouvre les guillemets. On ne saurait plus que lui rendre justice à la race nègre, en lui reconnaissant le rôle du plus ancien guide de l'humanité. Dans la voie de la civilisation au sens plein de ce mot, les conclusions de Volney auraient dû rendre impossible l'invention ultérieure d'une hypothétique race blanche pharaonique qui aurait importé d'Asie la civilisation égyptienne au début de la période historique. Or, si vous vous rappelez, dans la falsification des problèmes de l'art africain que je vous invite à revoir, vous avez compris que ni l'Asie à une certaine époque n'existait,
Et évidemment, les autres peuplades, les autres peuples, pardon, là je prends un peu les mots des locodermes, les autres peuples, parce que vous allez comprendre dans la préface de Carnegie que peuplade, c'est un mot très péjoratif, mais je vais vous l'expliquer un peu plus tard, mais vous allez comprendre que les autres peuples n'existaient pas. Donc, comment est-il possible que l'Asie, sûrement qui parlait des œufs bridés arabes, on peut apporter l'innovation scientifique à Kamakachopa, alors qu'en fait, à une certaine époque, il n'existait pas. Ça se posait des questions sur l'avancée mythomanisante de la chose. En effet, une telle hypothèse s'accorde mal avec la réalité de ce sphinx à la tête de nègre et l'image du pharaon qui s'impose au regard de tous et qu'on peut difficilement détruire comme document non typique ou relégué dans les réserves d'un musée pour le soustraire aux méditations dangereuses de ceux qui seraient susceptibles d'accepter l'évidence des faits. Je vous ai dit que le consortium locodermique s'est arrangé à falsifier l'histoire de Kamakachupa. Vous allez me demander, mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait cela? Pourquoi? Parce que ça vient d'un intérêt idéologique. On vous a longtemps parlé de ça, que ce soit dans Mobali, que ce soit Kamala Kalala, Omotunde et ainsi de suite. On vous a parlé que le locoderme vit dans une certaine idéologie. Vous le savez que depuis les temps anciens, le locoderme déteste et dénigre le mélanoderme. Ça fait partie même de ce qu'on appelle la négrophobie. La négrophobie n'est pas juste le fait, je vous le répète encore, du fait d'haïr le mélanoderme parce qu'il est juste noir. Mais c'est tout. C'est toute votre entité, c'est votre savoir, c'est votre connaissance, c'est votre culture, c'est votre langue. C'est tout ce qui fait de vous, vous. Et donc c'est parce que c'est tout ce qui fait de vous, vous, qu'ils méprisent du plus profond de leur cœur. Ils savaient que avant que vous ne les connaissiez, eux, les locodermes étaient des moins que rien. Ils étaient là dans les grottes, ils étaient là en train de croupiller, de pratiquer l'anthropophagie, l'homosexualité, de s'entretuer, de tuer, de manger les bébés, de violer les enfants. Ils ont pratiqué la pédophilie et toutes ces choses. Ils ont pratiqué une culture sétienne, une culture du mal, une culture de la haine et ainsi de suite. Et les animaux à poils noirs, et eux-mêmes qui étaient entrés en phase de devenir locodermes, eux-mêmes, ils étaient en train de haïr cette couleur mélanoderme. Ils haïssaient tout ce qui était noir. Cette haine est entrée au fur et à mesure des siècles, parce que la glaciation a duré à peu près 100 000 ans, voire même plus. Cette glaciation et cette période dans le temps et ainsi de suite ont fait perdre beaucoup d'usages dans l'esprit et dans l'être profond de ces personnes. À la sortie de cette période climatique compliquée, évidemment, est né un nouvel être qui, lui, est né précisément de la haine du mélanoderme. L'antisémitisme était déjà né au même moment qu'est né le locoderme. C'est compliqué cette hypothèse que je suis en train de vous dire. Comme l'hypothèse que j'ai par rapport aux événements qui se sont passés probablement durant cette période glaciaire. Et à la sortie de cela, à la métissagerie, à la naissance, évidemment, toujours lié au climat de ces autres peuples, locodermes. Donc, il est très important parce que le locoderme ne veut pas se rappeler de qui il est. Alors, pour éviter de penser à lui comme être sauvage, bas et exceptionnellement débile, il est obligé, évidemment, d'inférioriser une partie, la partie qui a créé l'humanité, bon, entre parenthèses, la vie sur la terre bipède, il est obligé de les inférioriser, de les ramener au plus bas niveau. Parce que si, évidemment, le système locodermique ne le fait pas, alors le locoderme, ce que beaucoup de Noirs idéalisent jusqu'à aujourd'hui, finiront par tomber. C'est les Noirs qui donnent la force à Facebook. Je vous assure que si tous les Noirs quittaient Facebook, Facebook serait plus bas que Amazon, tout ça. C'est vrai qu'ils ont rendu la chose indispensable et qu'il faut acheter Amazon et ainsi de suite. Ils se nourrissent de la force du mélanoderme pour prendre leur supériorité, leur force et leur puissance. D'où la négrophobie parce qu'ils savent qu'en nous infériorisant et en nous rendant dépendants d'eux, alors ils peuvent derrière prendre puissance et appui sur nous. C'est ce que font tous les locodermes à toute échelle, pauvres, riches, bêtes ou intelligents, eux tous savent manipuler le mélanoderme parce que tous sont au courant de la faiblesse du mélanoderme. Il y a des livres qui expliquent cela, comment rendre le noir esclave, comment fabriquer le noir, ainsi de suite, comment violer, instrumentaliser les femmes, les hommes noirs, ainsi de suite. Il y a ces livres, que l'on soit bête, intelligent, illettré ou pas, les images parlent,
ce qu'on n'observe pas, les explications entre locodermes expliquent la chose et c'est facile en fait. C'est facile de vous rendre les plus bas que terre et les chiens de l'univers. Ce que je dis est difficile, mais sachez-le que tous les locodermes vous utilisent. Ils utilisent tous les noix de la terre. Aucun locoderme n'est innocent, je le répète, aucun n'est innocent dans ce qui se passe actuellement. Pas que sur Karma Kachopa, mais sur l'ensemble de la situation du peuple noir de la terre. Je vais le répéter dans tous mes podcasts en anglais, en français, en swahili, en zoulou, en béti, peu importe. Je vais l'expliquer et vous devez le comprendre. C'est pour ça que je vous dis de partager cette podcast channel. Prenez les parties les plus importantes, dites-le à vos frères, à vos sœurs. Aujourd'hui, le noir, il croit vraiment jusqu'à aujourd'hui que ce n'est pas tous les locodermes qui sont comme ça, ainsi de suite. Ils ignorent la profondeur des ordres locodermiques. Et sachez-le, leur consensus locodermique qui perdurent le travail jusqu'à aujourd'hui continueront toujours à nier les faits. Ils continueront, et les gens comme moi continueront à dire les choses qui ne leur plairont pas. Après venait un autre voyageur, Rienzi. Louis Domeni de Rienzi, de son véritable nom, Louis Gabriel Domeni de Rienzi. Il est né le 30 mars 1789 à Cavaillé-Lyon, bon, on s'en fout. Et il est mort à Versailles le 2 octobre 1843. C'est un voyageur français d'origine italienne, descendant de Caluda di Rienzo. Et lui, Domeni de Rienzi, voyage avant 1809 avec un compagnon grec, Aristote Télesphore, en Italie, en Afrique du Nord, dans l'Asie mineure et en Syrie. À son retour en 1809, il entre dans l'armée et devient capitaine en 1814 lors des campagnes napoléoniennes. Sachez que les visites qui se sont faites à cette époque-là, comme Comte de Volney et autres Champollion, ont été des visites napoléoniennes. Pourquoi? Parce que le petit nain Napoléon, un peu comme Sarko, il devait partir en Égypte récupérer les trésors et tout ce qui a été là-bas. Parce que l'Empire, à ce moment, l'Empire Frenchy, devait montrer sa superbe et sa force. Et lui, Napoléon, vous savez, le syndrome du petit nain, le problème c'est que quand on est petit, on essaie toujours, par ce complexe de la taille, de montrer sa hauteur et sa grandeur. Donc, sachant qu'ils ont infériorisé, créé un mythe de la négrophobie, créé un mythe de l'infériorisation du mélanoderme, il fallait derrière cela prouver par tous les moyens que le noir ne valait absolument rien, on revient toujours à la négrophobie, et prouver évidemment qu'ils sont les plus puissants et que c'est un grand empire et que leur intelligence a fait en sorte que, évidemment, ils puissent détruire le mélanoderme. Mais comme vous connaissez l'histoire, vous savez que à la vue de la tête noire, nègre, Kamitou, du Sphinx, Napoléon, haineux et jaloux, a voulu qu'on explose évidemment cette tête de Sphinx. La négrophobie, c'est la peur. Dans négrophobie, c'est la peur du noir. Le locoderme extrêmement peur du noir. C'est pour ça qu'il a créé tous ces mythes. Tous ces mythes ont été créés par peur du noir. Il faut le dire à vos frères, dites-le à vos frères, dites-le à vos sœurs. Vous allez me dire, mais pourquoi s'ils sont négrophobes, ils épousent des femmes noires, des hommes noirs? Vous allez comprendre cela davantage en lisant Bobby E. Wright, The Russia Psychopath. Vous allez comprendre que le noir, le locoderme est un psychopathe. Et dans sa psychopathie, il y a des moments où il est un peu dans la déraillance. On peut se demander pourquoi les gens qui méprisent les noirs, pas de juger les noirs, donner naissance à des enfants métis. Ils ont même compris que même au fur et à mesure que le métissage pouvait leur être utile. La négrophobie, c'est vraiment quelque chose de particulier. Comprenez que les locodermes, tous les locodermes ont peur des noirs, tous. Eux tous ont peur des noirs. Et parce que les noirs sont d'une force dont eux-mêmes ils ignorent. Et passent leur temps à se détester parce que c'est une fabrication. Cette vision ethnique, ces pays, cette division des pays. Ça explique pourquoi quand les locodermes viennent, le noir est toujours paralysé. Le locoderme peut frapper, humilier, je ne sais pas, faire tout ce qu'il peut faire à des mélanodermes. Le noir reste paralysé comme ça. Parce qu'ils ont réussi à entrer dans l'esprit des noirs.
Ils ont réussi à entrer dans l'esprit des Africains. Partout où le noir se trouve, il est paralysé. Paralysé comme un chien. C'est important de comprendre que si on n'indique pas la véritable histoire au mélanoderme, alors il sera toujours comme ça. Certes, ce qui nous bloque, ce sont les politiciens noirs. Ceux qui partent vainement dans les loges maçonniques et tout ça, qui eux entraînent la paresse. Mais vous avez compris qu'ils ne nous servent à rien, donc essayons nous-mêmes de nous construire par nous-mêmes sans ces personnes qui ne servent malheureusement à rien. Continuons la lecture. Je comprends. Après Volney, un autre voyageur, Yenzi, au début du 19e siècle, aboutit à propos de la même race égyptienne à des conclusions qui rejoignent à peu près celles de Volney. Deux points, j'ouvre les guillemets. Il est vrai que dans les temps de la plus haute antiquité, la race rouge sombre hindoue et égyptienne a dominé par la civilisation les races jaunes et noires, et même la race blanche. C'est-à-dire notre race habitant à cette époque, l'Asie occidentale, race alors plus ou moins sauvage et quelquefois tatouée, ainsi que je l'ai vu représenter sur le tombeau de Oussirei. Premier dans la vallée de Biban el-Molouk, à Thébès, la ville des dieux. Entre parenthèses, Océanie, collection L'Univers, point tome 1, 1836. Je ne sais pas si vous avez à cet instant écouté ce qu'il a dit. Il a parlé de la race rouge sombre hindoue et égyptienne et a dominé par la civilisation les races jaunes et noires et même la race blanche. On va un peu expliquer ce caractère mythomanisant en fait. Mais on va laisser Cheikh Anta Diop d'abord donner son explication. Après moi derrière je vais donner la mienne. Je continue la lecture. Nous verrons qu'en fait, la race rouge sombre, il s'agit tout simplement d'un sous-groupe de la race nègre représentée sur les monuments du temps. Dans la réalité, il n'existe pas de race rouge sombre. Il n'existe en effet que trois races nettement tranchées, la blanche, la noire, la jaune. Encore la jaune, c'est une prétendue race métissée. Donc, une race intermédiaire résultant uniquement du croisement des premiers. C'est-à-dire la race jaune serait, ça c'est l'explication, elle serait elle-même le résultat d'un croisement de noir et de blanc. Ou, évidemment, à une époque très ancienne de l'histoire de l'humanité, les jaunes ont en effet la pigmentation des métis, tant si bien qu'une analyse biochimique comparative nous pourrait révéler une grande différence de quantité de mélanine. L'étude systématique des groupes sanguins des métis n'a pas été faite jusqu'à ici, donc ça c'est à cette époque-là, on va dire dans les années 80, tout ça. Elle aurait permis une comparaison intéressante avec ceux des jaunes. Les traits ethniques des jaunes, lèvres, nez, prognatisme, sont ceux d'un métis. Leur faciès, pommettes saillantes, paupières bouffies, plis mongoliques, yeux obliques, dépression de la racine du nez, pourrait n'être que le résultat de l'effet millénaire d'un climat à vent froid sur la figure, la crispation du visage sous l'effet du vent suffirait à expliquer les pommettes saillantes et les paupières bouffies qui constituent les deux traits ethniques corrélatifs. Vous allez comprendre pourquoi, quand vous observez par moments les types œils bridés d'Asie du Nord, du Sud-Est et autres parties asiatiques œils bridés, vous allez comprendre pourquoi bizarrement ils ressemblent un peu à des mélanodermes. Vous avez vu par exemple, on va prendre le cas de certains Chinois, Japonais. Ils ont des nez, bon, on va pas se mentir, épatés, ils ont de grosses narines, ils ont des lèvres un peu comme nous, et certains, ils ont des pommettes saillantes. Vous vous rappelez des anciens dessins quand je vous expliquais l'anatomie comparée de Darwin, je vous ai expliqué que quand il représentait des races, quand il représentait des types asiatiques, c'était toujours avec cette caractéristique faciès typique que vous pouvez retrouver chez la mélanodermie. Pourquoi vous savez aussi qu'il y a des mélanodermes, il y a ce peuple en Afrique du Sud, excusez-moi, le nom m'échappe, qui évidemment sont les premiers, bon, c'est ce qu'on peut appeler les premiers noirs type œil bridé de toute la planète. Sûrement cette population a voyagé et ainsi de suite. Et après, bon, ils se sont retrouvés là-bas sur les terres qu'on appelle asiatiques. Et sûrement, ils ont eu un brassage avec des types
blancs qu'on appelle caucasiens. Probablement, ce sont des caucasiens. Et après, ça a donné naissance à cela. Et après, il y a eu le climat sur la longue durée qui s'est fait, qui a davantage pâli ces personnes et qui se rapproche davantage à l'ocodermie. Et puis, il y a eu plus tard, parce que vous savez que plus tard, vers le début des années 1900, alors qu'avant il existait durant pas mal de temps, les négritos et autres choses, ils ont été exterminés. Ça veut dire que la culture de la blancheur dans la culture caucasienne est entrée en tout asiatique, ce qui a peut-être par l'avancée de la colonisation locodermique type caucasienne en Asie fait en sorte que méprisant le fait d'être sûrement plus ou moins des métis et des noirs, ils ont donc décidé la partie plus claire, œil bridé, a décidé d'exterminer tous les mélanodermes. C'est pour ça qu'en Asie, vous trouvez rarement des Asiatiques noirs. Parce que probablement, ils ont été tous exterminés par négrophobie. Voilà, parce qu'aujourd'hui, nous voyons plus la culture de la blancheur, la culture de la finesse des traits. Nous voyons même à quel point l'Asie est fortement influencée par l'Occident et ça explique pourquoi l'Asie aujourd'hui s'occidentalise davantage. Contrairement à ce que beaucoup de vos frères et de vos sœurs racontent, ils s'occidentalisent davantage. Et pourquoi est-ce que les Chinois, particulièrement les Chinois, partent fouetter les Africains en Afrique? C'est normal parce qu'ils ont aussi, au fur et à mesure du temps, pris le sang de leur père et de leurs frères caucasiens. Ce sont des frères. C'est pour ça qu'il faut toujours rappeler aux Noirs que ce sont les mêmes gens. Ce sont des frères et donc ils appliquent par conséquent la même chose. Ils appliquent la même chose. Regardez en Inde, c'est pareil. Dans les pays arabes, c'est pareil. Il y a les Pakistanais noirs, c'est vrai, il y a les Afghans noirs, il y a les Yéménites noirs, mais tous ces gens se font assassiner. Le cas le plus flagrant, regardez même en Israël, les Falachas, regardez. J'ai envie de vous dire que il n'y a pas plus cruelle vision de la réalité qui devrait faire comprendre aux Noirs un peu la situation actuelle. Mais par pure, par envie de rester dans la zone de confort, et également parce que beaucoup de Noirs sont instrumentalisés et sont devenus matérialistes, ils laissent les choses se faire et ils laissent la population tomber dans l'ignorance, ce qui peut nous être très préjudiciable et dangereux pour notre survie. Nous allons continuer la lecture. Si on continue par exemple à décrire la statue figurée que je vous montre en image là, issue du livre, parce que là je lis directement le livre et après je dis mes petites évidences. La statue figurée ici en noir et blanc, figure 3 que vous voyez là, qui montre une statuaire de couple, dont on voit un couple égyptien, on peut en deviner, avec des caractéristiques mélanodermiques. Évidemment, c'est le couple primordial, le mélanoderme homme et la femme mélanoderme Kamitou. Il s'agit de la couleur qui a fait couler tant d'encre. C'est le leitmotiv de toutes les traités sur la race égyptienne. Chacun pourrait juger si elle est autre chose que celle de tous les nègres d'Afrique. Il faudra se rapporter souvent à cette figure pour juger des écrits tendancieux des auteurs qui sont cités, qui tirent argument de ce trait ethnique Reproduction au British Museum. Vous lire la page 60, 356 à 357. Donc, la statue figurée ici noire et blanc montre que la couleur dite rouge sombre des Égyptiennes n'est autre que la couleur naturelle du nègre. Il est très important pour le locoderme d'inventer par moments certains traits des couleurs, comme Stéphane Bern qui avait dit que le bois avait légèrement patiné. Oui, vous savez, c'est triste, mais ils aiment beaucoup l'argent, le locoderme. Donc, je vous ai dit que c'est un consensus qui a besoin de... Ce n'est pas que l'argent, mais c'est aussi parce que, au fond, ils sont très haineux du mélanoderme et ne veulent pas que... Il y a intérêt à maintenir le noir à ce système-là et à ce niveau d'ignorance particulière. D'où cette machination historique et inventaire de l'histoire. Et jusqu'à aller dire que le bois a légèrement patiné, ce qui explique ci, ce qui explique ça. Pour dire que ce ne sont pas des noirs. Pour expliquer que ce sont des races hindoues comme ça, on ne sait pas d'où ils viennent, et que les noirs n'existaient pas encore. C'est cruel, mais le monde à eux est comme ça. Il faut comprendre les noirs que vous devriez apprendre à vous retirer. Retirez-vous
du monde locodermique. Éloignez-vous de leur soi-disant amitié, de leur mode de vie. Vous serez les premiers déçus et les premiers perdants. Ça, c'est sûr que c'est une réalité. Si Rienzi parle de race rouge sombre au lieu de race noire, ça je continue la lecture de chez Kanta Diop, c'est qu'il lui était impossible de se dégager totalement des préjugés de son temps. Quoi qu'il en soit, la constatation qu'il fait de l'état de la race blanche, alors sauvage et tatouée, au moment où les races rouges sombres étaient déjà civilisées, aurait dû rendre impossible toute tentative d'expliquer par la première à l'origine de la civilisation égyptienne. Champollion s'étendra davantage avec humiliation sur cet état arriéré de la race blanche au temps où la civilisation égyptienne était déjà en plusieurs fois millénaire. Pour continuer un peu dans cette histoire de peuple sauvage des locodermes, je vous invite à découvrir, je sais qu'on est tous dans des temps modernes, à soit voir, pour ceux qui n'ont pas trop envie de lire, la série Viking. Parce que les peuples locodermiques, pour se reconnaître, étaient tatoués. Ils avaient des tatouages de reconnaissance des clans. Et ceux qui ne faisaient pas partie des clans, on leur reconnaissait et on les faisait la guerre. Ils se faisaient la guerre. C'est un peuple qui n'arrêtait pas de se faire la guerre. Lorsque les peuples locodermiques ont rencontré nos peuples pour la première fois, les Noirs les ont vus comme des sauvages et des barbares. C'est normal puisque ils agissaient pareillement. Ils ne savaient ni se laver, ni lire, ni écrire. Bon, après, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Malheureusement, même en ayant appris à lire, à parler et faire des écritures, malheureusement, ils n'ont cessé jusqu'à aujourd'hui à détruire le peuple mélanoderme. C'est un peuple sauvage. Comprenez que la cruauté avec laquelle le peuple locodermique agit jusqu'à aujourd'hui fait notamment partie de leur ADN. On a parlé de l'eugénisme, on a parlé du gène, on a parlé de la réciprocité des gènes et ainsi de suite. Ce sont des phénomènes qui sont facteurs dans leur groupement ADN. C'est dans ce qui constitue ce qu'ils sont, dans leur nature réelle. Je répète encore que c'est pourquoi arrêtez d'aller dans antiraciste et tout, parce qu'ils vous font miroiter un combat qui est soi-disant isolé. Que les négrophobes, soi-disant les racistes, en fait c'est une maladie mentale. Ce sont des cas isolés. On se rend bien compte que ce n'est pas un cas isolé, ce n'est pas une maladie mentale, c'est dans la nature propre du locoderme. Donc tout locoderme est naturellement négrophobe de base. Et le caractère sauvage de ces personnes est également issu à ce qu'ils sont et à tous les faits qui se sont passés dans les grottes de Caucasus et autres grottes, évidemment. C'est pas que dans les grottes là de Caucase qu'ils ont développé ce comportement-là. C'est évidemment dans tous les grottes où ils se sont cachés durant cette période-là. Tatouer, pourquoi tatouer? Parce qu'ils ne savaient pas écrire, donc la seule chose qu'ils savaient faire, c'était représenter ce qu'ils voyaient. Donc ils ont développé un art rupestre, et donc au-delà de ça, ils ont fini par développer cet art rupestre sur leur corps. Et c'était comme ça que, pour certains, ils racontaient même leur propre histoire, pas seulement sur des peaux d'animaux, mais évidemment sur les peaux de corps humains. Parce que certains, après avoir tué ou entretué leurs frères, ou après avoir pris le reste de leurs frères qu'ils ont pu récupérer du déchiquetement des animaux hors des grottes et même dans certaines grottes, parce qu'il y avait des ours qui vivaient dans les grottes, ils ont pu prendre leur corps et sécher et tout, et après dessiner sur cela pour représenter un peu leur quotidien, etc. Continuons. L'histoire est trop large à décrire, même l'histoire du locoderme. Après, je pense que c'est mieux. Mais il faut apprendre à connaître qui sont nos ennemis, mais ne pas excuser leur comportement actuel. Il faut apprendre qui est-ce qu'ils sont, il faut aussi apprendre qui est-ce que nous sommes. C'est aussi d'autant plus intelligent et de comprendre pourquoi est-ce qu'on est devenu aussi idiot aujourd'hui, au même titre que le locoderme. Nous sommes devenus idiots, malheureusement, comme ces gens. Mais nous sommes idiots parce qu'on nous a fabriqués idiots. Mais eux, ils sont idiots parce qu'ils sont naturellement idiots. Ça, c'est la différence. Continuons. Mais s'il faut quand même continuer un peu la description du peuple jaune, je vais aller quand même un peu plus loin jusqu'à la fin de l'explication. Vous avez suivi qu'il y a le vent qui frappait constamment dans ces zones. Vous savez notamment que dans ces parties asiatiques, il y a beaucoup de vent, de tornades et tous ces trucs.
climatique très puissant. Le vent qui frappe par un temps froid ne peut s'échapper par le coin de l'œil que suivant une résultante oblique ascendante. Par suite de l'échauffement des molécules d'air, cette force mécanique produirait à la longue une déformation de l'œil dans le même sens. Une telle action du climat serait encore plus profonde sur un organisme jeune comme celui des enfants. Cette explication suppose évidemment l'hérédité, qualité acquise. Ce que moi je douterais, comme je vous ai dit, il y avait les peuples mélanodermes, œil bridé avant. Donc, moi je pense qu'il y a eu plutôt eu déplacement. Après ça c'est une analyse que lui faisait sans avoir pris compte de cela. Et donc, ils se sont déplacés et le gène s'est poursuivi jusque là-bas. Et ce qui expliquerait pour moi l'œil bridé de ce type-là, c'est en fait dû au soleil qui frappait extrêmement fort. Le soleil et le vent. C'est ce peuple d'Afrique du Sud que vous allez reconnaître. Excusez-moi, vraiment, j'ai oublié le nom. Et vous savez, quand le soleil frappe, l'œil a tendance à se plisser, à fermer, à se plisser. Avec le vent, c'est pas évident. C'est un caractère qui a fini par se développer au fur et à mesure des siècles. Et donc, que ce soit au niveau des jeunes et ainsi de suite. On sait d'autre part que ces traits dits mongolites s'altèrent du nord au sud de l'Asie suivant en quelque sorte une courbe climatique. On constate que partout où il y a des jaunes, on retrouve encore des îlots des noirs et des blancs qui semblent être des éléments constitutifs résiduels de la race. C'est le cas dans toute l'Asie du Sud-Est, les Moïse, dans les montagnes du Vietnam, où l'on trouve d'ailleurs curieusement les noms de Ka, de Thaï et de Cham, Kam. Les Négritos et Ainu au Japon, etc. Un proverbe japonais dit pour qu'un samouraï soit brave, il faut qu'il ait un peu de sang noir. Je crois que vous avez suivi l'histoire du samouraï noir, c'est Yonosuke. Probablement, ça s'expliquerait que soit Yonosuke, peut-être tu prononces mal son nom, était, d'après certaines théories, un esclave qui est venu, voilà, etc. Ou c'est juste un noir qui a voyagé jusque dans les peuples œil bridés. Ou encore, cette théorie qui dit que, de base, il y avait des populations mélanodermes, et il s'est prouvé, qui vivaient en Asie. Et donc, par conséquent, trouver des samouraïs noirs, c'était pas quelque chose de très étonnant, ni de quelque chose de très innovant, car les mélanodermes vivaient depuis des millénaires sur les terres asiatiques. Et évidemment, à travers cela, on peut reconnaître la prouesse et la force du noir. Mais le noir, aujourd'hui, il se sous-estime. Il se sous-estime cruellement et pense qu'il est un être très inférieur. Je vous ai dit, faites attention à votre façon de vous sous-estimer. Comme les hommes noirs qui sous-estiment les femmes noires et pas d'épouser des femmes leucodermes, mais après se retrouvent dans tellement d'embrouilles. Ils sont même tellement embrouillés qu'ils ne peuvent même pas reconnaître qu'ils sont dans l'embrouille. Ça, c'est vraiment une histoire très terrible. D'après les chroniqueurs chinois d'un empire nègre existant au sud de la Chine, à l'aube de l'histoire de ce pays, proto-arien plus proto-dravidien plus froid égale jaune. Ça, c'est une théorie un peu farfelue. Donc, faites attention à certaines théories farfelues leucodermiques. Par moments, c'est compliqué de réfléchir avec tous ces mélanges de racontage. En 1799, je continue la lecture, Bonaparte entreprend la campagne d'Égypte. Les hiéroglyphes sont déchiffrés en 1822 par Champollion le Jeune, qui mourut en 1832. Et ça comme carte de visite, une grand-mère égyptienne et une série de lettres adressées à son frère Champollion Figeac. Pensant que son voyage en Égypte de 1828-1829, donc un an, ces lettres furent publiées en 1833 par Champollion Figeac. Désormais, le mur hiéroglyphique s'écroule, dévoilant jusque dans ses moindres détails des richesses surprenantes. Les égyptologues furent pétrifiés d'admiration devant le passé de grandeur et de perfection qu'ils découvrent alors, et que peu à peu ils reconnaissent comme étant celui de la plus ancienne civilisation qui a engendré toutes les autres.
L'impérialisme aidant, il devenait de plus en plus inadmissible de continuer à accepter la thèse jusqu'alors évidente d'une Égypte nègre. On revient toujours à l'idéologie négrophobiale qui a fait la base et l'écriture, la signature même du peuple locodernique. Ils ont non seulement génocidé des êtres vivants, que ce soit des animaux, les arbres, la terre, la faune, la flore. Ils ont génocidé des humains, comme on aime dire humains. Des hommes, des femmes, des enfants, des bébés, des femmes enceintes. Ils ont violé des peuples, violé jusqu'à la mort des peuples. Ils ont creusé et puisé des richesses de plusieurs terres. Ils ont exterminé jusqu'au dernier des populations non locodermes. Et jusqu'à aujourd'hui, ils pratiquent le génocide mental, le génocide intellectuel. Cette fabrication de la tuerie du cerveau, ça c'est quelque chose qui leur est très 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 particulier. C'est pour ça que je vous dis que le locoderme c'est un génie, le génie du mal, le génie de la mort, l'intelligence du mal et de la mort. Croyez-moi, ils sont plutôt fiers qu'on les appelle comme ça. Croyez-moi, ils sont très fiers. Et même que ce soit les pauvres, les riches et tout ça. C'est pour ça que moi, je vous ai dit, je ne suis ni pour les prolétaires locodermes, ni pour les oligarches locodermes. Les gens qui me disent, c'est l'oligarchie qui maintient le pouvoir. Sachez aussi que c'est la pauvreté aussi qui maintient le pouvoir des oligarches. C'est une certaine mentalité qui permet en sorte que vos oligarches là, locodermiques, continuent à faire ce qu'ils ont à faire. Et après, ils comptent quand même sur la bêtise du monde pour perdurer. C'est cruel, mais c'est une vérité. Et croyez-moi, comme dans une certaine histoire d'un roi noir, je ne sais plus si c'est en Afrique du Sud, ou même les populations espagnoles, la population espagnole ne voulait pas que l'on ramène le corps qui était taxidermisé de ce roi noir revienne sur ces terres africaines. Ouais, même la population locodermique ne voulait pas. Ça veut dire que de base, ce n'est pas une question d'oligarches. C'est parce que les oligarches, vos oligarches locodermiques, sont au courant. Ils savent qui ils sont. Ils savent qu'ils sont des bêtes sauvages, des négrophobes. Ils le savent, des antisémites. Ils le savent du plus profond de leur cœur. Ils savent que du plus profond de l'ADN de leur population, ils sont naturellement négrophobes. Alors ma question c'est, pensez-vous réellement qu'aucun locoderme n'est au courant de sa négrophobie? Si c'était le corps d'un de leurs ancêtres locodermes, ils auraient voulu que ça revienne. Là, immédiatement, ils auraient même fait la guerre et tué beaucoup de personnes pour que le corps revienne. Mais quand c'est nous, non, gardez le corps là pour continuer à s'amuser du corps de ce noir, de ce nègre, comme ils aiment dire. Je dis ça, je dis rien. Donc, n'hésitez toujours pas à liker, à partager aussi le podcast channel. Je vous ai dit, c'est très important de liker, de partager. Je continue la lecture. La naissance de l'égyptologie sera donc caractérisée par la nécessité de détruire à tout prix et dans tous les esprits le souvenir d'une Égypte nègre. De la façon la plus complète, désormais, les dénominateurs communs de toutes les thèses des égyptologues, leur parenté intime, leur affinité profonde, se résumeront à une tentative désespérée de refuter la thèse d'une Égypte nègre. Presque tous les égyptologues posent a priori la fausseté de la thèse de l'Égypte nègre. Toutes ces tentatives de réfutation revêtent la forme d'exposés suivantes, 2 points. Ne pouvant trouver aucune contradiction dans les témoignages formés des anciens par une confrontation objective avec toute la réalité égyptienne et par conséquent, ne pouvant pas les réfuter, on les passe sous silence ou on les rejette dogmatiquement avec indignation, en regrettant que des gens normaux comme l'étaient les anciens aient pu s'égarer à ce point et à créer ainsi que tant de difficultés et de problèmes délicats aux spécialistes modernes. Après quoi, on s'efforce vainement de trouver à la civilisation égyptienne une origine blanche. On se lance alors dans des interprétations subjectives des faits et des documents historiques. On finit par s'embourber dans ses propres contradictions. On glisse alors sur les difficultés du problème après tant
d'acrobatie intellectuelle aussi savante que gratuite, en répétant le dogme initial, estimant avoir ainsi démonté aux yeux de tous les gens honnêtes l'origine blanche de la civilisation égyptienne. C'est l'ensemble de ces thèses que je me propose d'exposer successivement, mais par souci d'objectivité, je me vois obligé d'exposer entièrement chaque point de vue de façon à être honnête vis-à-vis de l'auteur et à permettre de prendre directement connaissance des contradictions et autres faits que je pourrais signaler. Avant de continuer, il est important de comprendre que les livres que beaucoup de Noirs liront sur les africanistes, notamment qui expliquent les sciences d'études des peuples non locodermes, montreront et appuieront les thèses des sociétés secrètes locodermiques qui refutent l'idée d'un savoir nègre, d'un savoir noir, d'un savoir kamitou, d'un savoir éthiopien, d'un savoir de peuple du soleil, si vous préférez. Certains livres, beaucoup de livres de locodermes, lorsqu'ils parlent des peuples noirs, et même certaines chaînes YouTube de soi-disant égyptologues ou Arte ou c'est Nota Bene, je sais pas qui, et bien d'autres chaînes, etc., racontent et raconteront et continueront à raconter ces histoires-là. Rappelez-vous de ce que je vous dis par rapport à la négrophobie. Le locoderme a tellement peur du noir qu'il a créé une science du mensonge. Il a créé une science du mensonge pour booster le moral des peuples locodermes à se croire supérieurs, parce que c'est ce qu'ils continuent à croire jusqu'à aujourd'hui. Ils le manifestent du mieux qu'ils peuvent, voilà. Et affaiblir l'esprit du noir. Et le noir, vous le voyez, la conséquence aujourd'hui, je ne fais que le dire. Quand vous lirez ces livres, pour ceux qui aiment lire les livres des locodermes, sachez que le fait déjà de le lire explique le fait qu'on va renforcer votre faiblesse. Le problème, c'est que le noir n'a plus l'esprit critique et analytique. Bon, pas tous, mais une grande majorité. Et donc, de ce fait, lorsqu'ils vont lire ces livres, ils vont absorber le contenu sans comprendre la profondeur de la lecture et même des textes et des écritures. Et je le répète encore, de nombreuses maisons d'édition sont contre le fait que beaucoup de mélodermes puissent faire des livres qui puissent expliquer la véritable histoire du peuple noir. Parce que ces maisons d'édition ne travaillent pas à leur propre compte, mais au compte des banques et des sociétés bancaires locodermiques. Je vous ai dit que de nombreuses familles locodermiques, il ne s'agit pas que de ces soi-disant 13 familles, mais beaucoup de familles locodermiques. Vous allez vous rendre compte qu'ils sont même bien plus que le nombre de 13. Sachez que ces familles ont financé le fait de maintenir l'Afrique à ce bas niveau. Et lorsqu'on va revenir à l'origine de ces sociétés bancaires, dont je vous avais déjà raconté l'histoire lorsque je faisais la première partie d'analyse du rendu de Lynch, qui est sur AfriTube. Je vous invite à y aller pour nombreux qui n'ont pas vu ma partie qui explique les banques. Vous allez comprendre que ces sociétés sont des familles qui sont issues depuis la rencontre avec Amaka Chopra. Il y a cette haine et cette jalousie, et c'est ces mêmes banques qui continuent à nourrir les églises catholiques, les imams, comment on appelle ça, les rabbis, rabbins, tous ces trucs, sociétés bouddhistes et autres, machin locodermiques, la Kabbale, l'église de Satan, je sais plus trop quoi, ésotérique, scientiste, illuminati, bref, les locodermes, quoi, le système locodermique suprématie, qui n'est pas une imagination ni un rêve. Donc, lorsque des personnes, comme vous le connaissez, pour de nombreux africanistes qui ont écrit des livres, lorsqu'ils iront, par exemple, à ces maisons d'édition, il y a déjà une place réservée pour eux. Cette classe leur est spécialement réservée pour que, sans problème, ils puissent éditer et publier leurs livres. Et il y a un ordre particulier et il y a un règlement particulier vis-à-vis du mélanoderme. C'est pour ça que les mélanodermes n'ont pas le droit, pour nombreux d'entre eux, de publier. Donc, ce qu'ils vont faire par moment, c'est essayer de faire du porte-à-porte ou de trouver d'autres moyens de vulgariser l'achat de leurs livres. Et par moment, lorsque c'est accepté de pouvoir faire en sorte qu'ils vendent leurs livres dans certaines maisons d'édition,
il faut toujours derrière essayer de faire des petites corrections. Par moments, ces corrections sont faites sans l'autorisation de l'auteur. Et donc, beaucoup d'auteurs méanodermes, souvent, on ne vous le dit pas assez, n'ont pas reconnu souvent beaucoup d'entre eux les textes qu'ils ont eux-mêmes écrits. Parce que derrière, il y a une équipe que le Coderme a mis en place pour rectifier certains passages. Ce qui a tenu le discours, ce qui a tenu la réalité, ce qui davantage réduit l'esprit du méanoderme. Et ça ramène encore des discours universalistes. Ce qui fait beaucoup croire à certains noirs que ce n'est pas une histoire de couleur, mais c'est une histoire de certains êtres humains qui sont par moments, ils ont des décalages dans leur psyché, mentaux, et c'est pour ça que on a le coderme négrophobe. Sinon, après, on va vous élaborer les thèses que, en fait, tout le monde est raciste. Hein. Moi, je ne veux pas de négrophobie, moi. Je ne veux pas de racisme. Je ne veux pas de négrophobie. Et encore, le noir ne peut pas être raciste parce que ce n'est pas lui qui a créé la race. C'est le Coderme qui a créé ça dans l'analyse comparée, dans l'étude comparative des êtres vivants. C'est le Coderme qui est venu avec la comparaison des êtres humains et des êtres vivants en général, puisqu'il arrive à comparer l'homme au singe. Quel est le rapport? À part le fait qu'ils soient tous les deux des créatures. Qui est venu avec ces comparaisons qui n'ont ni queue ni tête? Qui est venu avec cette façon de réfléchir? Qui est venu avec le tribalisme? Qui est venu avec le tribalisme? Qui est venu avec la guerre? Qui est venu avec la mort? Qui est venu avec les bombes atomiques? Qui est venu avec les destructions massives des êtres vivants? Qui est venu avec la mythomanie historique? Qui est venu avec la transformation de Dieu, de la création divine? Qui est venu avec la mythomanie spirituelle? Qui a créé le diable, qui a créé Dieu et le diable en même temps? Qui sont ceux qui ont raconté ces histoires à la con? Qui est venu créer l'écologie qui lui-même permet la pollution? Tous ces phénomènes-là. Qui a créé tout cela? On ne veut pas que vous réfléchissiez à toutes ces interrogations parce que je vous ai dit, le système codémique est tel qu'il ne faut pas que vous commenciez à vous poser de telles questions. Ils vont venir dire paix ensemble, combattons ensemble, peace and love ensemble, alors que derrière, il y a tout un programme qui a été élaboré pour maintenir le méanoderme dans un coma exceptionnel. C'est un coma exceptionnel. Moi, quand je parle à mes frères et mes sœurs du continent, ou lorsque je parle à mes frères et mes sœurs des continents hors africains, lorsque je parle à ces Africains qui soit vivent dans leur terre, soit qui vivent hors de leur terre, je me rends compte qu'ils ont une manière de voir les choses. D'autres paraissent plus ou moins rêver la chose, mais ils disent que non, tu sais, tous ne sont pas comme ça, d'autres comprennent. Je vous ai dit que le Coderme, il ne comprend pas pour vous. Il comprend parce que derrière, il trouvera un moyen de vous utiliser. Sinon, s'il ne vous utilise pas derrière la compréhension de la chose, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire? S'il n'y a pas son pain derrière, qu'est-ce qu'il va donc pouvoir faire? Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas que vous compreniez, que vous commencez à réfléchir derrière. Tic-tac, tic-tac, c'est le cerveau du noir qui essaye de continuer à faire tourner dans une horloge sans fin. Pour que derrière, il y ait enfin une immense guerre, soi-disant tribale, qui va se faire et faire en sorte que les Africains s'exterminent complètement, comme la guerre du Rwanda et toutes les autres guerres fraternelles qui se sont faites en Afrique. Mais le méanoderme ne sait donc pas qu'en réalité, le premier tribaliste de la Terre, c'est le locoderme. On le voit constamment. Mais la différence, c'est qu'ils essayent évidemment de cacher la chose. C'est très important. Je vous ai dit que le locoderme ne veut pas qu'on fasse des séances d'études sur qui il est. Pourquoi? Pourquoi d'après vous? Pourquoi d'après vous? Parce que si on commence à étudier qui est le locoderme, comme ils ont fait les études sur nous, ça va amener des gens à se poser des questions. Ça va amener les gens à davantage réfléchir. Pourquoi le locoderme veut tant que les Noirs fassent le métissage? Pourquoi c'est le Noir qui doit se métisser? Pourquoi c'est le Noir qui doit aller des expériments de locoderme en locoderme chercher son bonheur?
Et pourquoi depuis lors le métissage n'a jamais garanti en fait aucune sûreté du mélanoderme? Pourquoi depuis lors le mélanoderme ne s'est jamais enrichi dans la métissagerie? C'est toujours de façon individuelle qu'il s'est enrichi. Pourquoi? Et ça, pour le comprendre, il faut aller dans le passé. Il faut aller dans le temps. Il faut étudier le peuple noir dans le passé pour comprendre d'où est l'origine de la métissagerie et le pourquoi de l'échec cuisant de ce phénomène. Se métisser aujourd'hui ou être en couple interracial n'a rien d'innovant. Je le répéterai toujours, cela n'a rien d'innovant, bien au contraire. Or, ces africanistes, pour beaucoup qui l'ignorent, épousaient même les femmes et les hommes de ces zones-là pour tirer des données. Bon, entre-temps, ils n'avaient pas trop le choix de faire des enfants métis. Mais ces enfants métis allaient être utilisés, évidemment, pour soutirer davantage des informations. Le système éducatif de l'Afrique crée des chiens, des subalternes. Ça crée des soumis. Nos chefs d'État, une grande majorité, obéissent au locoderme. Ils obéissent au locoderme car aujourd'hui, c'est leur rôle. Ce sont les rôles des chiens. Mamadou Doumbouya a été légionnaire. Il a travaillé pour la locodermie. C'est un métisseur. Sa femme est locoderme. Cheikh Anta Diop, sans le savoir aussi d'une certaine façon, a contribué au système locodermique. Où sont ses enfants? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que ces enfants continuent le combat ou est-ce que derrière ils ont épousé des femmes locodermes? Ça aussi c'est un questionnement. Frantz Fanon, pareil. Il a épousé une femme locoderme. Que font ces enfants aujourd'hui? Sont-ils avec des femmes mélanodermes ou ont-ils continué la descendance mélanodermique ou ils sont tous devenus locodermisés? Toutes ces personnes qui essayent de nous réveiller du peuple noir ont toujours à côté une tare, un problème, un fléau. Et c'est ça le problème. Et ce problème est dû à cette falsification historique de l'histoire. Et ces personnes étaient bel et bien au courant de ce problème. N'avait-il pas derrière des hommes et des femmes noirs de qualité? Ça, c'est une question. Mais vous voyez, le manque de confiance à trouver un bon partenaire fait également partie du jeu de la falsification historique des origines égyptiennes du peuple noir. Parce qu'ils ont été des conséquences dans leur acte professionnel, personnel, public, social de ces éléments mensongers mythomanisants. Il faut comprendre que tout cet acte que le locoderme a fascinément créé depuis le temps passé en est aujourd'hui la conséquence et la résultante. Aujourd'hui, je prends le temps de vous expliquer, pas toujours en détail, mais du mieux que je peux aussi. Et derrière, je vous invite toujours à faire vos recherches et vos analyses parce que c'est aussi important que vous fassiez aussi la recherche et les analyses. Et prenez le temps de parler à vos frères et à vos sœurs. Prenez le temps, s'il vous plaît, les Noirs. Prenez le temps de parler à vos frères et à vos sœurs. Ils ne veulent pas écouter, tant pis. Prenez le temps, expliquez-leur. Expliquez-leur ou demandez à la puissance de Ra, Amon-Ra qui est caché, de les dévoiler ce qui est caché. Beaucoup veulent connaître la vérité, mais ont du mal à écouter cette vérité. Alors demandez aux ancêtres, chaque nuit, chaque songe dans la nuit, de les montrer ce qu'ils disent vouloir voir, mais qu'ils auront du mal à entendre. Comment que ce soit dans ces songes-là qu'ils le voient. Et sachez-le donc, dans ces livres, dans ces maisons d'édition, ils ont pour rôle, pour beaucoup d'entre eux, de ralentir souvent certaines publications des Noirs. Ils ont pour rôle de ralentir certaines publications ou de dire que certains livres auront du mal à se faire vendre ou à dire qu'il y a certains problèmes alors que derrière certains des livres de locoderme se font vendre plutôt bien. Même ceux qui disent la vérité, même si par moments c'est un peu problématique. Voilà. C'est aussi un cas. Et donc, ces situations, ces moments complexes de vente de livres obligent pour beaucoup de frères et sœurs, comme je dis, à faire des porte-à-porte. D'où je vous rappelle l'importance de s'enrichir. Le peuple noir doit s'enrichir. Vous voyez bien que le système économique fait en sorte que on fasse des choix, des choses terribles. Et le fait qu'ils nous ont volontairement appauvris est dû au fait que c'est fait totalement exprès pour qu'on finisse dans de telles conditions. Donc il faut sortir de la pauvreté. C'est très important. C'est très important de sortir de la pauvreté parce que ce système qui est violent fera toujours en sorte que l'on reste au même niveau.
que ce soit au niveau de la monnaie, en Afrique avec le franc CFA et autres systèmes de dollars US et ainsi de suite. Ils voudront toujours derrière avoir une même manne de notre intelligence. Apprenez à vous réunir et de façon sincère. Il y aura beaucoup de traîtres, puisque la porte à la traîtrise a été faite depuis les dynasties dans le passé. Mais essayez de faire en sorte, en connaissant cette histoire, même l'histoire des traîtres, de nos frères traîtres et traîtresses, en connaissant cette histoire, essayez de refermer le cercle et d'avancer. On finira avec ce petit texte de la page 63. On ne pourra pas faire un long procédé parce que j'ai bien peur qu'on fasse un long podcast et ça me fait un peu peur. Non, je pense plutôt qu'on va plutôt s'arrêter aujourd'hui parce que ça sera un peu trop long. Voilà, donc on va s'arrêter aujourd'hui. On continuera prochainement parce que j'aime pas qu'on fait plus de 1 heure. Donc je vous invite, mes très chers frères, mes très chères sœurs, à liker massivement cette podcast channel, liker, partager massivement. J'ai un peu peur que ma podcast channel soit tôt ou tard définitivement closed. So, please like and share this podcast channel. I hope you can help me to grow. Et j'espère aussi que nous arrivons à avoir de nouveaux arrivants qui, dans leur lignée, leur lancée, essayeront davantage de comprendre et connaître la situation et de pratiquer les moyens qui pourront contrecarrer cette situation parce que le Codem ne va pas nous lâcher. Puisqu'il est dans l'optique de l'extermination de tous les mélanodermes, de la planète. Je vous ai dit qu'il n'y a aucune garantie dans l'universalisme. Il n'y a aucune garantie, rien de rien. Aucune garantie, comprenez-moi. Il n'y a aucune garantie. Aucune garantie. Même dans les familles adoptées, puisque beaucoup de mélanodermes se font même violer dans ces familles adoptées. Beaucoup se font violer, agresser, violenter par leurs soi-disant parents locodermes adoptifs. Et beaucoup mentent parce qu'ils ne savent pas où aller. Ils n'ont pas les moyens de faire davantage de recherches pour leur famille. C'est très important de comprendre la violence dans laquelle ce système nous met. Et c'est dû à la falsification. Le noir ne se fait plus assez confiance. Il fait confiance à la personne qui le viole constamment. Un viol constant, un viol qui se perpétue. Désespérés parce qu'ils ont créé une situation de désespoir qui fait en sorte que chaque fois, ils doivent repartir voir cette même personne qui lui a fait du mal. Et chaque fois, ils demandent pourquoi, alors que ce type ne va jamais expliquer pourquoi il leur a fait du mal. Il ne va pas comprendre que ce n'est pas pur sadisme et pas satisfaction personnelle qu'il le fait. Et pas négrophobie aussi, parce qu'il a peur. Et vous savez que derrière cette falsification historique, c'est la même falsification qui est faite au point de vue international. Nos chefs d'État ne peuvent rien faire parce que ils sont eux-mêmes des pauvres outils issus de cette falsification historique. Ils ne connaissent rien à leur passé. Ils sont juste dans des loges maçonniques qui ne servent à rien. Mais eux, ils ne savent pas que ça ne sert à rien. Ils ne savent pas que ça permet juste à maintenir un faux système de locoderme en place. Ils ne savent pas que eux-mêmes, s'ils se documentent, ils arriveront à réfléchir. Certes, le locoderme derrière ne permettra pas ce système intellectuel de noirs, de vrais intellectuels noirs de sortir, mais évidemment, il ne permettra pas cela car il créera des guerres, des déstabilisations comme vous pouvez l'observer. Il créera des coups d'État, des putschs et autres systèmes de déstabilisation et de mise à mort. Il créera des embargos, des systèmes de mort, de famine, des systèmes de famine dans le peuple mélanoderne. Constamment, parce qu'il vit de cela. Il vit de votre paralysie. Le système locodermique vit de la paralysie du noir. Il vit de la faiblesse mentale qu'il a créée au noir. Il vit de tous ces schémas d'illusions qu'il a créés au noir. Il vit de ce faux sentiment amoureux qu'il a créé au noir. Comme Macron l'a dit, l'Afrique et la France, c'est une longue histoire d'amour. C'est une longue histoire de salauds. C'est une longue histoire de salauds. Ça, c'est une réalité. Donc, mes très chers frères, mes très chères sœurs, réfléchissez. Réfléchissez, faites attention. Faites attention au chantage émotionnel. Ils jouent sur vos émotions. Ils savent tous comment jouer sur vos émotions. J'ai envie de dire, ils savent tous comment vous faire péter les plombs, vous faire rire, et ainsi de suite. Ils savent comment le faire.
Croyez-moi, à toute échelle, en fait. Et à toute échelle. Pensez à vos enfants, j'ai envie de dire. Pensez à vos enfants quand même lorsque vous faites des choix. Pensez à votre avenir, pensez à demain. Qu'est-ce que vous allez garder? Comment est-ce qu'on va se rappeler de vous? Comme étant un faible, un lâche, un métisseur, une métisseuse, un universaliste, un poltron, un tribaliste, je sais pas. Je vous remercie encore, mes très chers frères, mes très chères sœurs. On se reverra pour un nouveau podcast. Merci encore, Matondo. Abunga Zuvoli. Au revoir. Bibala.